90% des personnes abandonnent au même moment, quand ça devient le plus difficile. Vous êtes très énergique, vous abordez une idée qui est nouvelle et l'excitation à son comble. Cette phase se caractérise généralement par une concentration aveugle sur le potentiel de ce que vous êtes en train de faire, accompagnée d'un manque de conscience des difficultés à venir. Après cette phase-là vient la phase de pessimisme éclairé. C'est le creux. La réalité commence à s'imposer à vous. Le projet s'avère plus difficile que prévu, l'enthousiasme diminue et cette phase est marquée par le choc face au problème, la frustration ou la vague de résistance. Ensuite, si vous continuez, vous allez entrer dans une phase d'optimisme réaliste. C'est une phase de lutte. Vous commencez à développer des compétences et des stratégies pour relever les défis. C'est une période de confusion fertile, je vais dire ça comme ça, où l'on commence à voir des petits résultats, à prendre de l'élan et à trouver une pente vers l'illumination. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase d'optimisme éclairé. C'est la phase d'achèvement. En fait, votre projet a atteint son objectif où il devient une routine, ce qui conduit à plus de confiance. Vous avez atteint un certain plafond de productivité. À ce moment-là, votre enthousiasme repose sur les preuves concrètes de réussite. Vous avez des résultats et vous avez quelque chose à présenter. En fait, comprendre ces étapes est très important parce que ça vous permet de savoir lors d'un projet exactement où vous vous trouvez et de comprendre que c'est un cycle normal. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de 3 personnes. Premièrement, Sarah, 32 ans, qui lance son entreprise. Jour 1, euphorie totale. Elle travaille sur sa vision, son logo, son site web. Semaine 1, elle poste sur les réseaux sociaux, premier client. Mois 2, les ventes ralentissent, c'est plus dur que prévu. Mois 4, elle travaille 70 heures par semaine. Elle est épuisée, très peu de résultats. Mois 6, elle commence à se dire peut-être qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle abandonne. Ça, c'est un premier exemple. Prenons l'exemple de Marc. Il veut être youtubeur. Première vidéo, 50 vues. Ah, c'est super, ça commence à marcher. 10e vidéo, 30 vues. Bon, ça prend du temps, mais ça peut aller. 25e vidéo, 15 vues. Pourquoi est-ce que personne ne me regarde? 40e vidéo, 8 vues. J'abandonne, ça ne marche pas. Je vous prends un 3e exemple. Lise, qui a 35 ans et qui apprend le piano. La première semaine, c'est magique. Elle apprend à jouer ses premières notes. La progression est rapide. En première semaine, c'est magique. Elle apprend à jouer ses premières notes. Premier mois, elle progresse rapidement. Elle est très fière d'elle. 3e mois, les morceaux deviennent de plus en plus difficiles et elle commence à ressentir de la frustration. 5e mois, elle commence à se dire « Ah, peut-être que je ne serai jamais vraiment très bonne. » Et 6e mois, le piano commence à prendre de la poussière. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces exemples? C'est quelque chose d'universel. 90% des personnes abandonnent au même moment, quand ça devient le plus difficile. C'est-à-dire, elles commencent avec beaucoup d'enthousiasme, elles sont confrontées à la réalité, les obstacles apparaissent, elles se rendent compte que ça demande de l'effort, et ensuite vient la phase où il faut décider. La phase que celle-là appelle le dip. Elles travaillent plus dur, mais les progrès sont plus lents ou sont quasiment inexistants. C'est une phase de découragement. Et après, paradoxalement, la plupart des gens abandonnent juste avant la percée, juste avant que ça ne décolle, juste avant que leurs compétences n'explosent, juste avant le succès. En fait, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est le concept du dip. Dans son livre, le dip, Seth Godin en parle. Je vais vous laisser le lien du livre en commentaire. Le dip, il appelle le dip le creux de la vague. C'est le moment le plus difficile entre le début d'un projet et la maîtrise. Ce qu'il explique, c'est que tout ce qui vaut la peine d'être fait a atteint un dip. C'est-à-dire, si vous voulez devenir expert dans un domaine, vous voulez devenir expert dans la photo, il y a un dip. Vous voulez construire une entreprise rentable, il y a un dip. Vous voulez maîtriser un instrument, il y a un dip. Vous voulez obtenir une promotion, il y a un dip. Le dip, c'est le prix à payer pour l'excellence. En fait, pourquoi est-ce que le dip existe? C'est un filtre. C'est le filtre qui élimine ceux qui ne sont pas sérieux. C'est le filtre qui va séparer les amateurs des professionnels. C'est le filtre qui va protéger l'excellence en la rendant rare. Il explique quelque chose de puissant. Le dip crée la rareté et la rareté crée la valeur. Plus le dip est dur, moins il y a de concurrence au sommet. Pensez à l'un des exemples que j'ai pris tout à l'heure. Vous voulez devenir youtubeur à 1 million d'abonnés. Le dip est énorme. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Mais ceux qui y arrivent gagnent gros. De la même façon, vous voulez devenir l'un des leaders de votre marché. C'est très compliqué. Mais si vous y arrivez, vous allez gagner très gros sur ce marché. Généralement, 90% des personnes abandonnent. Mais les 10% qui réussissent, pour eux, c'est un game changer. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez que le creux par lequel vous pouvez passer lorsque vous construisez un projet, vous démarrez, vous voulez développer une nouvelle compétence, vous démarrez une activité, ce n'est pas votre ennemi. C'est le prix par lequel tout le monde doit passer. C'est œuvre abandonnée. Par contre, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que tous les dips, les moments difficiles ne se valent pas. Il faut savoir les identifier, savoir ce qu'il faut abandonner. Seth Godin a présenté dans son livre 3 courbes difficiles lorsqu'on exécute un projet. La première, c'est celle qu'il appelle le dip, la courbe du succès. C'est-à-dire, il y a un début, une progression rapide, une excitation, un creux au milieu difficile, difficulté, stagnation, envie d'abandonner
Et à la fin, il y a une PSC, la récompense, la maîtrise. La caractéristique du DIP, c'est que la progression est réelle, même si elle est temporairement invisible. Les efforts finissent par payer et ceux qui la traversent gagnent gros. On peut prendre l'exemple d'Elon Musk et SpaceX, où en 2002, il lance la société. Entre 2006 et 2008, il traverse un DIP. Il y a 3 échecs consécutifs. Il est quasiment en faillite. Tout le monde lui dit que c'est impossible. Et en 2008, au 4e essai, dernière chance, il y arrive. Et aujourd'hui, l'entreprise vaut plusieurs centaines de milliards. La deuxième trajectoire, c'est la trajectoire qu'il appelle cul-de-sac. C'est de l'impasse. En fait, vous commencez au début du projet ou de l'activité, il y a des progrès. Au milieu, il y a une stagnation totale. Et à la fin, il n'y a aucune amélioration possible. Ce qui caractérise le cul-de-sac, c'est que peu importe les efforts que vous faites, vous ne progressez plus. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Vous perdez du temps et de l'énergie pour rien. La difficulté, elle est permanente. C'est le cas, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise depuis plusieurs années, vous voulez une promotion, vous travaillez dur, vous faites des heures supplémentaires, vous vous investissez, mais vous vous rendez compte que votre manager ne vous apprécie pas. La structure ne permet pas de promotion. Votre secteur est en déclin. Vous avez atteint votre plafond de verre. Arrêtez. Changez d'entreprise. Donc, pour un cul-de-sac, lorsque vous l'identifiez, vous devez vous rendre compte que vous n'avez pas avancé. Et la bonne décision ici, c'est de quitter. La 4e trajectoire, c'est la trajectoire de la faille ou de cliff, comme il est appelé. En fait, vous initiez un projet. Au début, ça marche un peu. Au milieu, ça se dégrade. Et à la fin, c'est un effondrement. En fait, ce qui caractérise la faille, c'est que chaque effort supplémentaire que vous faites pour essayer de demeurer dans le projet, plus vous avancez, chaque effort vous donne l'impression de perdre un peu plus. C'est comme une spirale descendante. Il n'y a aucune chance de succès. Pour le cul-de-sac, l'effort ne produit même pas de résultats positifs. Pour la faille, l'effort vous produit des résultats négatifs. Je prends un exemple. Vous décidez de lancer un nouveau produit. Vous investissez dans la communication. Supposons que vous investissez, je dis n'importe quoi, 1 million de francs CFA. Ça vous produit une centaine de ventes. Après, vous réinvestissez 500 000, ça vous produit une dizaine de ventes. En fait, c'est la faille. Le marché ne veut pas de vos produits, point. La décision que vous devez prendre, c'est d'arrêter immédiatement et de pivoter. La distinction entre les 3 courbes est cruciale. Et la vraie compétence des gagnants, c'est de pouvoir différencier un cul-de-sac et une faille. Dans le DIP, il faut persévérer, ça va payer. Le cul-de-sac, il faut partir. Vous perdez votre temps. Et la faille, il faut carrément fuir parce que vous allez vous ruiner. Donc, la question maintenant, c'est de savoir, vous, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, quelle est votre trajectoire? Voici 5 questions puissantes que Seth Godin vous demande de vous poser pour pouvoir distinguer. Sortez votre papier et répondez honnêtement. Question numéro 1. Est-ce que je progresse même lentement? Si c'est le cas, vous êtes dans un DIP. La progression est lente. Dans un cul-de-sac, non. Vous stagnez depuis des mois. Dans une faille, vous régressez même. Test concret. Comparez votre situation aujourd'hui à votre situation il y a 6 mois. Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que les résultats se sont améliorés? Est-ce que votre réseau s'est élargi? Si oui, vous êtes dans un DIP continu. Sinon, vous êtes peut-être dans un cul-de-sac. Question numéro 2. Est-ce que je peux devenir le meilleur du monde dans ce domaine? Seth Godin ne parle pas du monde entier, il parle de votre monde, de votre niche, de votre marché, de votre secteur géographique, de votre catégorie. Est-ce que vous pouvez par exemple être le meilleur coach entrepreneur africain francophone? Est-ce que vous pouvez être le meilleur plombier de votre ville? Est-ce que vous pouvez être le meilleur développeur React pour votre entreprise? En fait, la clé de la question c'est de savoir est-ce qu'avec des efforts supplémentaires vous pourrez finir numéro 1 de votre catégorie? Si la réponse est oui, le DIP vaut la peine de continuer. Si c'est non, vous perdez votre temps. La troisième question, c'est de savoir, est-ce que la difficulté vient du manque d'efforts ou d'une absence de potentiel? Dans le cas d'un DIP, en fait, vous n'avez pas investi assez d'efforts, de temps, d'énergie, d'argent. Donc, c'est toujours possible d'y arriver. Dans le cas d'un cul-de-sac, vous avez tout investi, vous avez tout fait, mais rien ne bouge, c'est impossible. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passait si vous doublez vos efforts pendant 6 mois? Si la réponse est, je vais progresser significativement, dans ce cas, vous êtes dans un DIP continu. Si la réponse est, rien ne va changer, vraiment, arrêtez cette activité. La 4e question à laquelle vous devez répondre, c'est de savoir, est-ce que vous avez défini à l'avance les conditions qui vous feront arrêter? Vous savez, c'est une erreur fatale que tout le monde commet. Et moi, d'ailleurs, ça m'arrive encore sur certains projets de la commettre. Je m'en suis rendu compte quand je préparais cette vidéo. C'est que on ne définit pas toujours en avance les conditions et les critères qui doivent être atteints pour qu'on arrête un projet ou une activité. On décide d'arrêter donc pendant le DIP, à un moment où on est épuisé, découragé et stressé. Et vous savez, à ce moment-là, vous prenez forcément de mauvaises décisions. C'est important, lorsque vous démarrez une activité, de vous définir à quel moment vous allez arrêter. Par exemple, lorsque vous lancez un nouveau produit, vous pouvez vous dire, si après 6 mois et 1 million de francs CFA investis, si vous n'avez pas au moins 50 clients, vous arrêtez. Si vous vous lancez par exemple sur YouTube, je dis n'importe quoi, vous pouvez décider que si après 1 an et 100 vidéos, vous n'avez pas au moins un nombre X d'abonnés, vous arrêtez, vous pivotez. Donc c'est important en amont du projet de définir les critères. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça vous force à réfléchir stratégiquement avant d'être émotionnellement investi. La 5e question, enfin, à laquelle vous devez répondre, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à traverser le DIP jusqu'au bout?
Parce que la vérité, c'est que le dip va être dur, très dur. Ce n'est pas glamour du tout. C'est toujours très motivant de venir raconter comment est-ce on est passé par un moment difficile, on l'a surmonté. C'est très compliqué de le vivre. Donc, avant de vous engager dans une activité, demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à tenir 6 mois, 1 an, 2 ans dans cette galère? Est-ce que vous avez les ressources en temps, en argent, en énergie? Est-ce que cette bataille vaut vraiment la peine? Si ça vaut la peine, engagez-vous à fond, sans retour en arrière. Sinon, ne commencez même pas, ça sert à rien. Seth Godin dit quelque chose qui, à mon sens, est très vrai. La vraie tragédie, ce n'est pas d'abandonner, mais c'est d'abandonner après avoir investi énormément alors que vous auriez pu et vous auriez dû arrêter plus tôt. Donc, le test décisif pour savoir si vous devez continuer, c'est de répondre à cette question avec votre cœur. Si je devais recommencer à zéro, avec tout ce que je sais maintenant, est-ce que je me lancerais dans ce projet? Si c'est oui, si c'est non, arrêtez, ça ne vaut pas la peine. Voici 3 stratégies qu'on peut toujours retrouver dans les livres de Seth Godin pour pouvoir gagner. Pour être un gagnant, soyez sélectif sur vos batailles. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas traverser tous les dips. La ressource la plus rare, ce n'est pas de l'argent. C'est votre énergie et surtout votre temps. Choisissez 1 à 3 domaines maximum où vous allez vous battre pour devenir le meilleur. Pour le faire, posez-vous des questions. Dans quel domaine est-ce que vous choisissez d'être exceptionnel? Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Ou est-ce que votre effort aura plus d'impact? Deuxième principe, abandonnez rapidement tout le reste. Arrêtez de vous disperser. Si ce n'est pas dans vos 1 à 3 batailles stratégiques, arrêtez. Exemple d'abandon stratégique. Un projet parallèle qui ne décolle pas depuis 2 ans. Une relation toxique. Un hobby qui ne vous nourrit plus. Lâchez, abandonnez. L'arrêt n'est pas un échec, c'est une stratégie. Principe numéro 3. Une fois engagé, allez jusqu'au bout du dip. Une fois que vous avez choisi votre bataille, une fois que vous avez décidé que ça vaut la peine de lâcher, même si c'est dur. Vous venez le voir. Pour le cas d'Elon Musk, ça lui a pris 6 ans. Donc, même quand tout le monde abandonne, accrochez-vous. Éliminez 80 à 90% des gens. Si vous entrez dans les 10 ou 20% des gens qui réussissent, franchement, il y aura peu de concurrence. Voici ce avec quoi je voudrais vous laisser concernant la question de savoir est-ce que vous devez persévérer ou pas. Vous savez, lorsque vous lancez un projet, lorsque vous avez un rêve ou un objectif, c'est dur et c'est vraiment dur. Donc, il est important que vous sachiez, est-ce que vous êtes dans un cul-de-sac ou sur une falaise? Si vous êtes dans un dip et que cela vaut la peine, persévérez. Cette bataille mérite votre sang, votre sueur, vos larmes. N'abandonnez pas. Voici ce que je voudrais que vous fassiez pendant les prochaines 24 heures. Listez vos projets, vos objectifs actuels. Pour chacun d'eux, demandez-vous, est-ce qu'il s'agit d'un dip, d'un cul-de-sac ou d'une faille? Pour les dips, engagez-vous. Définissez les critères d'abandon à l'avance. Foncez. Pour les cul-de-sac, les failles, arrêtez. Arrêtez cette semaine. Rappelez-vous ceci. Persévérer n'est pas une vertu en soi. C'est une stratégie. Choisissez vos batailles, abandonnez le reste. Alors, si cette vidéo vous a aidé à redéfinir la persévérance, likez-la, partagez-la pour quelqu'un qui pourra en avoir besoin et abonnez-vous pour plus de contenu mindset.